L au n égale à 2, la m au n égale à 3. Et chaque électron est obligé de rester sur l'un de ces étages d'énergie autorisée. Chez Bohr, ces couches sont des cercles d'énergie autorisés. Plus tard, la physique va préciser que chaque couche contient des sous-couches et des formes d'orbitales différentes. Mais la physique moderne a rapidement précisé que la réalité est bien plus riche que de simples cercles. En fait, chaque couche ou étage contient des sous-couches, un peu comme des types d'appartements différents à l'intérieur de cet étage. Imaginez que vous êtes là à l'étage L, donc au niveau 2. Vous y trouvez deux types d'appartements pour les électrons, la sous-couche S et la sous-couche P. Ces étiquettes S et P nous disent quelque chose de fondamental sur la forme de l'espace où l'électron a le droit de se promener autour du noyau. La sous-couche S est la plus simple. Visualisez le noyau au centre et imaginez l'électron qui passe le plus clair de son temps à se promener dans un espace qui forme une boule lisse et régulière, comme une coquille où la taille dépend de l'étage. Plus le niveau d'énergie est grand, plus la coquille qui représente la sous-couche est grande. Quand l'électron est dans la sous-couche S, il n'a pas de direction préférée. Il tourne tout simplement autour du noyau de manière très uniforme, comme une impureté qui se déplacerait à la surface d'une bulle de savon. Peu importe l'endroit, la probabilité de le trouver est la même tant qu'on reste à égale distance du centre. La sous-couche P, elle est bien plus complexe. Elle n'a pas la forme d'une sphère, mais plutôt celle d'un altère ou alors de deux poires jointes par la pointe, là où se trouve son noyau. On dit que la forme de cette sous-couche est un lobe. L'électron, dans cet appartement ou sous-couche P, passe son temps majoritairement dans ces deux lobes de l'altère. Mais il n'est presque jamais trouvé sur le noyau lui-même. C'est comme si la forme de son logement le forçait à éviter le centre. Et ce qui est fascinant, c'est que ces altères peuvent s'orienter dans trois directions différentes dans l'espace. Vous avez un premier altère pointant à gauche et à droite, un deuxième pointant vers le haut et vers le bas, et un troisième pointant vers vous et s'éloignant de vous. Donc un électron qui se trouve dans la sous-couche P n'est plus en train de tourner dans une simple boule. Il est contraint à des formes spatiales spécifiques qui le poussent à s'aligner le long de ses axes. On dit que ces formes sont les orbitales d'un atome. Mais bref, avant ça, pour Bohr et pour l'époque, l'image initiale des électrons sur des cercles, comme des planètes autour du Soleil, est donc devenue bien plus sophistiquée. Le principe des niveaux d'énergie discrets est resté intact. Mais on sait maintenant que la maison de l'électron n'est pas seulement un étage, mais des appartements de formes différentes à l'intérieur de chaque étage. La publication de 1913, qui expose tout ça, repose sur des calculs comparés aux mesures. Bohr prend les séries spectrales connues, la formule empirique de Rydberg, qui donnait les longueurs d'onde, et il montre comment sa condition de quantification reproduit cette formule à partir d'hypothèses physiques. Il calcule la valeur de l'énergie de l'état fondamental de l'hydrogène et trouve un nombre qui colle exactement avec l'énergie nécessaire pour arracher l'électron de l'atome. Il prédit aussi des raies pour des atomes très simples, comme l'hélium ionisé, et ces prédictions sont vérifiées par les expérimentateurs. Ces succès mettent tout le monde d'accord sur le fait que l'idée capte quelque chose de réel. La réaction des scientifiques n'est pas uniformément enthousiaste, mais elle est rapidement attentive. Les spectroscopies savourent d'avoir enfin une explication qui part de principes et non d'ajustements empiriques. Des expérimentateurs se disent que leurs nombres ont maintenant un sens. Les théoriciens classiques, par contre, froncent les sourcils parce que Bohr doit introduire des postulats qui violent les règles de l'électromagnétisme telles qu'on le comprenait alors. Dire qu'un électron accéléré n'émet pas de rayonnement tant qu'il reste sur une orbite permise, c'est remettre en question des équations considérées comme universelles. Certains trouvent la méthode trop bizarre, comme si Bohr bricolait une règle pour expliquer un phénomène sans fondement plus profond. D'autres, parmi eux, des esprits ouverts, voient dans sa démarche une nouvelle façon d'articuler les règles discrètes qui viendront remplacer progressivement les lois continues. Dans les années qui suivent, les physiciens apportent des raffinements et des tests. Sommerfeld étend le modèle en acceptant des orbites elliptiques et en ajoutant des corrections relativistes pour mieux rendre compte de petits décalages observés dans les raies. La notion que les nombres quantiques guident le comportement électronique se généralise. Mais les limites apparaissent vite quand on veut traiter des atomes plus complexes, à plusieurs électrons.
Là, les résultats deviennent compliqués et les accords se dégradent. L'explication complète de la structure fine des raies, de l'effet Zeeman et des propriétés chimiques est encore incomplète. Il faudra une reformulation plus profonde basée sur des ondes et des fonctions d'ondes pour combler ces lacunes. Malgré ses défauts, l'apport de Bohr est décisif. Il donne une image qui rend compte de faits observables et qui oriente la recherche suivante. Sa façon d'insérer un quantum d'action dans la constitution de l'atome fournit une sorte de boussole conceptuelle. C'est une notion simple à dire, mais très importante à la base de la mécanique quantique. Max Planck l'a fait apparaître pour sauver des calculs sur la chaleur émise par un corps chauffé. Ce quantum, noté H, est comme une petite marche, fondamentale pour certains échanges d'énergie. Quand les grandeurs impliquées sont de l'ordre de cette marche, les descriptions continues classiques s'effondrent. Et il faut penser autrement. Bohr prend cette constante très au sérieux et la place au centre de la réflexion de l'atome. Plutôt que d'essayer de sauver les anciennes équations en les retouchant, il part du principe que l'action peut être quantifiée. Pour l'électron autour du noyau, ça veut dire quelque chose de concret. Il n'y a pas de valeur intermédiaire possible pour certaines quantités. Les orbites permises forment une suite discrète. Comme on l'a vu, tant qu'un électron reste sur l'une de ses orbites, il reste tranquille entre guillemets. Il n'émet pas d'énergie comme le ferait une charge en accélération selon l'électromagnétisme classique. Dès qu'il change d'orbite, il échange un paquet d'énergie dont la fréquence est liée à la différence d'énergie entre les deux états.